Dans ce nouvel épisode de Confidence de thérapeute, j'ai le très grand plaisir de vous emmener à la découverte ou à la redécouverte de Nat Weber. Nat est psychologue et psychothérapeute. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement des personnes queer. Vous allez voir que tout le cabinet est orienté autour de cet accompagnement spécifique avec chaque petit détail qui a été pensé en ce sens pour que chaque personne puisse se sentir pleinement accueillie dans cet espace. On va voir un petit peu ensemble quel a été son parcours, quelles sont les raisons qui l'ont conduit vers cette vocation de psychothérapeute, mais également sa vision de la thérapie, ses conseils aux jeunes générations de thérapeutes, ses conseils de lecture, et j'en passe. Je vous réserve quelques surprises dans l'interview. Je vous laisse tout de suite en sa compagnie à travers la première question que je lui ai posée, qui avait rapport, comme d'habitude, aux raisons qui l'ont conduit vers un métier de thérapeute. C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et il y a souvent des gens qui ont une réponse comme ça précise, qui peuvent retracer. Et moi, j'ai pas la réponse en fait à cette question-là. C'est une question que je me pose depuis des années, où je me suis demandé est-ce que ça vaut la peine d'avoir vraiment une réponse exacte, ou est-ce que je peux vivre avec le fait que j'ai pas de réponse exacte. Pour l'instant, je vis avec le fait que je sais pas. Ce dont je me souviens que je peux retracer, c'est depuis que je suis gamin, vraiment, j'avais envie d'être prof. Alors ma mère était prof avec des petits, donc je pense qu'il y avait peut-être aussi quelque chose comme ça qui m'avait inspirée. Je me rappelle encore, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, quelque chose comme ça. Et mon frère et ma sœur devaient avoir du coup 3 ans de moins, donc 7-8 ans dans cet âge-là. Et je me revois leur faire des fiches comme ça. Je leur préparais des fiches à la main, et je leur faisais des dictées, des choses comme ça. Donc j'étais vraiment dans mon rôle comme ça d'apprenti prof à cette époque-là. Et je sais pas ce qui fait que du coup, je suis passée d'un autre côté finalement, qui reste un côté social, mais qui reste assez différent finalement entre prof et psy. Il y a quand même certaines différences. Et je sais pas d'où ça vient. Parce que j'ai pas de psy dans mon entourage, j'en ai pas consulté, j'ai pas de gens de mon entourage qui en ont. Je me rappelle pas d'avoir vu des figures comme ça de la pop culture ou dans les médias psy. Donc vraiment, c'est un truc qui a l'air de sortir de nulle part. Par contre, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a eu un pont qui s'est fait à un moment donné où je suis alors actuellement psychothérapeute, mais je donne aussi des formations. Donc le côté prof, quelque part, il est revenu, le côté transmission, il est revenu à un moment donné, comme ça, me rejoindre. Donc je pense que c'était une manière que j'ai trouvée de ne pas être que psy, entre guillemets, et de, aussi le fait de donner des formations, de donner des supervisions, et à l'intérieur aussi de mes suivis, de pouvoir transmettre beaucoup. J'aime beaucoup faire des ponts entre mon métier de psy et le monde de la psycho, qui est hyper hermétique quand même, de moins en moins, mais qui reste assez hermétique pour les gens. Et le fait de pouvoir faire ces ponts entre tous ces concepts-là que moi j'ai appris, et puis les personnes concernées finalement, de leur ramener ces savoirs-là finalement, de vulgariser, de leur amener, moi c'est quelque chose que je fais beaucoup dans mes suivis, de dire ah bah ouais, je vais t'expliquer un truc que moi j'ai découvert dans mes études, qui me paraît intéressant, mais voilà, tu me diras si toi ça te parle ou pas. Donc ça c'est quelque chose que je fais beaucoup. Peut-être ça c'est une autre manière de revenir à un peu mes premiers amours de la transmission comme ça. Mais ouais, sur la réponse de pourquoi psy en tant que tel, ça reste encore mystère. Ça résonne beaucoup avec moi parce que je pense que j'ai l'habitude de faire ça beaucoup aussi dans les séances de psychothérapie, d'amener des concepts, des choses qui permettent de se représenter les choses sous un angle différent. Et dans la salle d'attente, qui est la tienne dans ton cabinet, on ira la filmer tout à l'heure si tu es d'accord. Il y a plein de bouquins, et il y a plein de bouquins, alors j'ai plus en tête, peut-être que tu peux les redire, les différents... Les petites catégories Les comme petites ça. catégories, mais il y a des catégories qui sont vraiment, quand je les ai vues, j'ai trouvé ça très intéressant, qui sont et à la fois informatives et à la fois sur de la fiction. Est-ce que tu peux parler un peu de ça, là, comment tu as construit ta salle d'attente? La question des catégories comme ça de cette bibliothèque, ça a été une grosse prise de tête parce que est-ce que je le fais par thématique? Mais en même temps, j'ai tellement de bouquins qui mélangent tellement de thématiques et c'est pour ça que j'aime ces bouquins-là, justement, ils sont pas nettement délimités. Je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux aider les gens à naviguer dans cette multitude de livres? Comment est-ce que moi aussi, je me suis posé la question, comment est-ce que moi, je choisis mes livres? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me dirige à un moment donné ou à un autre? Les catégories, il y a effectivement une catégorie récit de vie, qui est là où j'ai le plus de choses, où ça parle beaucoup aux gens. Puis finalement, à l'intérieur de ça, il y a plein de thématiques qui se mélangent, mais le fait de lire ou de voir l'histoire de quelqu'un racontée comme ça, que ce soit par des mots ou par des images, c'est quelque chose qui parle beaucoup. Donc ouais, j'ai la catégorie comme ça, récit de vie. J'ai une catégorie prendre soin de soi, qui veut dire ce que ça veut dire. Je me suis demandé après coup, en disant ce qu'il fallait que je la modifie, en disant prendre soin de soi et des autres et du monde, parce que c'est pas
dans le sens de que moi en tant qu'individu, mais c'est quelque chose de plus global. Donc j'ai cette catégorie-là. J'ai une catégorie essai aussi, qui est peut-être une des catégories auxquelles toi tu pensais, qui mélange en fait ces savoirs-là plus théoriques, sociologiques, universitaires, académiques, comme ça, et qui sont pour la plupart que des essais qui sont écrits aussi par des personnes militantes, qui ont un peu la double casquette comme ça, de s'être formées de manière très académique, mais en même temps de transmettre ces choses-là, pas d'une position d'expert-experte, mais en disant, bah voilà, je veux faire des ponts et puis rendre accessibles ces notions-là. Donc je pense que ça, c'est une catégorie comme ça qui permet vraiment d'aller à la rencontre, de faire ces ponts-là entre des domaines qui sont plus arides, qui sont plus de la science, on va dire, où les gens se racontent que ouais, ça c'est des articles scientifiques, en plus c'est des choses payantes avec un langage qui n'est pas accessible pour moi, avec justement cette vulgarisation et faire ces ponts en disant ah ouais, ça je peux en faire quelque chose, ça me concerne directement, ça je peux aller plus loin à partir de ça. Donc c'est aussi comme ça que je choisis les livres, c'est des choses qui soient accessibles pour les gens, et j'ai pas cette volonté de me dire ah il faut que je mette des livres qui fassent hyper classe et des livres hyper épais et qui fassent très scientifique pour me donner comme une légitimité. Et pour moi c'est vraiment à chaque fois que je commande un livre, que je lis un livre, je me pose la question comment est-ce que les personnes vont pouvoir le prendre en fait, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir en faire. Et souvent je conseille des livres personnalisés, mais pour que les personnes puissent vraiment naviguer dans cette salle d'attente elles-mêmes. Je fais toujours un petit carton comme ça que je colle dedans en donnant un petit résumé de ce que moi j'ai trouvé dans ce livre-là, de ce que moi ça m'a fait ressentir, et puis de nommer un petit peu les thématiques et potentiellement les choses qui sont un peu plus activantes pour les gens en fonction de leur histoire de vie. Si ça parle de trauma, si ça parle de certains sujets comme typiquement des soucis avec l'alimentation, etc., des violences sexuelles, enfin ça je le nomme pour que les gens sachent un petit peu à quoi s'attendre pour se protéger en se disant ok, est-ce que je me sens ou pas de lire ce livre-là. Donc j'ai vraiment fait ce travail à la fois de sélection des livres, mais comment est-ce que je peux aider les gens eux-mêmes à sélectionner à l'intérieur de ça. Donc c'est tout un travail de construction, c'est des heures comme ça de réflexion, et je prends toujours les suggestions aussi des gens qui me disent ah ouais, ce livre-là il m'a vraiment aidé. Et j'encourage les personnes en fait à l'intérieur des bouquins de mettre leur propre post-it avec leur propre résonance en disant bah voilà, ça va forcément aider la personne d'après qui va lire quelque chose. Donc j'essaie de faire en sorte que ça soit un endroit où un maximum de résonance puisse se lier en fait, et pas que ça soit juste un livre qui te parle ou un livre qui est écrit par une personne que tu connais pas. De vraiment essayer de faire en sorte que ça soit quelque chose de vivant, qui t'accompagne dans ton processus, qui t'aide à aller plus loin. Voilà. Et c'est quoi ton rapport avec les livres? Il y en a partout chez toi. Et en tout cas, quand on rentre chez toi, on sent vraiment qu'il y a une atmosphère qui tourne beaucoup autour des récits. Et du coup, quel est toi, ton rapport avec les livres, avec les récits, et du coup, peut-être après, avec l'approche narrative? C'est une bonne question. Là, tout de suite, avec ta question, là où ça m'emmène, c'est que un truc, pour le coup, pas très chouette, c'est que j'ai été vraiment dégoûtée de la lecture, tous les types de lecture, à cause de mes études universitaires de psy, parce qu'on nous faisait lire des trucs hyper arides, des trucs souvent qui dataient, où je voyais comme vraiment pas le lien. Des fois même, je comprenais pas les formulations de phrases, quoi. Alors pourtant, bah voilà, je suis vraiment francophone, j'ai un bon niveau culturel, voilà, j'ai ce capital-là culturel. Et vraiment, des fois, je comprenais pas. Il fallait que je relise 4 fois la même phrase que je comprenais toujours pas. Enfin, c'était vraiment difficile cette période-là, où ça a comme programmé mon cerveau en quelque sorte. Enfin, c'est comme ça que je me l'explique, à ne plus pouvoir lire fluidement. Comme si chaque truc était compliqué, était rude, où il fallait mettre de l'énergie. Et ça, je pense que c'est assez récent finalement que je peux renouer gentiment avec la lecture. Et ce qui m'a aidé, c'est pas pour rien qu'avant je te citais les récits de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a aidé, parce que dans ces récits de vie, il n'y a pas la volonté de faire technique, de faire théorique, de faire du jargon. Il y a vraiment cette envie de transmettre ce qui m'est arrivé moi, ce qui s'est passé dans mon histoire à moi. Et du coup, je pense que ça a été une porte de réentrée comme ça dans la littérature de manière générale. Je vais essayer de lire un maximum de choses qui sont écrites par des personnes concernées, que ce soit, moi, mes thématiques privilégiées, c'est la question des personnes queer et des personnes neurodivergentes. Je me réduis pas à ça, mais c'est beaucoup ça qui m'anime, et je lis beaucoup de ces témoignages-là. Et ce qui me parle le plus, c'est ces témoignages qui sont à la fois à la rencontre entre mon histoire de vie et puis ce que j'ai envie de transmettre, comment est-ce que d'autres pourront s'en saisir. Donc c'est cette porte-là de réentrée qui m'a permis de renouer avec cette littérature que j'aimais beaucoup, mais voilà, ça a été une histoire comme ça, pas toute facile, avec cette question de la littérature ça peut être assez polarisant, quoi. Ça peut être vraiment quelque chose qui est très empuissant, je sais pas comment dire ça, empouvoirant, et en même temps quelque chose où tu peux vraiment complètement
perdre l'estime de toi, le pouvoir sur ton récit parce qu'on raconte des choses sur toi, parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir entrer dans ce monde-là. Est-ce qu'il y a des ouvrages comme ça qui t'ont réconcilié avec la littérature ou qui ont refait des ponts pour te réamener dans la question des récits après avoir été dégoûté des livres à la fac? Il y a un bouquin, je ne sais pas exactement à quel moment je l'ai découvert parce que je le relis régulièrement, mais ça fait il y a quelques années. C'est un bouquin de Julie Tilson, qui est une thérapeute narrative américaine, qui a beaucoup travaillé avec les jeunes, et notamment avec les jeunes personnes queer. Donc du coup, forcément, moi, ça m'a parlé aussi de ce point de vue-là. Qui est un bouquin qui s'appelle, je crois, Queering Your Therapy Practice, qui n'est pas un gros bouquin. Donc déjà là, il y a le côté, on se dit, ok, on n'a pas besoin d'écrire un pavé pour faire sérieux comme ça. C'est un bouquin qui est très accessible. C'est un bouquin où elle donne beaucoup accès à sa pratique. Elle donne beaucoup aussi la parole aux personnes concernées, donc on a vraiment des extraits de conversations comme ça. Et puis là, moi, ça m'a vraiment plu, c'est qu'elle fait le lien entre ce que moi je connaissais de l'activisme queer, finalement, d'un domaine plutôt sur le terrain des personnes concernées, et elle fait le lien avec la thérapie narrative et comment elle utilise tous ces savoirs-là queer vers la thérapie. Justement, elle fait beaucoup ces ponts, ça c'est une personne qui m'inspire beaucoup, parce qu'elle fait tous ces ponts-là. Et ce livre-là, pour moi, il cristallise en fait la bonne utilisation du savoir académique, comme ça, en tout cas de ces formatages académiques qu'on a inévitablement à travers le fait d'avoir fait des études. Elle le met vraiment au service. Moi, c'est un livre que je conseille très régulièrement. Elle le met au service de plein de gens. Il y a plein de gens qui peuvent lire ce livre-là, même sans être thérapeute, même sans être spécialiste. Il est vraiment hyper accessible. Donc ça, c'est un livre qui, pour moi, est un super bon exemple. Et je le lis régulièrement pour me rappeler de « Ah ouais, ça, c'est une manière qui me convient bien de faire des ponts entre tous ces univers-là. » Donc je dirais que ouais, ce livre-là, c'est celui-là qui me vient tout de suite en tête quand tu me demandes ce qui m'a permis de reprendre un peu la lecture. Ouais. Et tant qu'on est dans la question des livres, est-ce qu'il y a si tu en sélectionnes, c'est pas 3 ou 4 comme ça, des ouvrages qui ont été marquants dans ta vie de manière générale? C'est-à-dire pas forcément des ouvrages qui ont été importants dans ta vie professionnelle, mais de manière générale, est-ce qu'il y a comme ça des ouvrages qui ont été très marquants pour toi et qui ont participé de ta construction? C'est peut-être en lien avec la conversation qu'on a eue avant et la réflexion que tu m'as fait en arrivant là en disant « Ah ouais, ça ressemble au Seigneur des Anneaux, il y a un truc Tolkien comme ça », qui est une de mes références vraiment qui vont droit au cœur comme ça, que je lis régulièrement. Il n'y en a pas 3 ou 4 qui me viennent, il y a vraiment celui-là qui me vient comme ça très très fort. Le Seigneur des Anneaux et tout ce qui tourne là autour. Et je pense que je pourrais parler des heures sur ce que ça m'a appris, mais ce qui me vient comme anecdote là par rapport à ça, c'est quelque chose qui encore à chaque fois que je vois, voilà, dans ma déco, il y a des trucs du Seigneur des Anneaux partout, c'est des trucs vraiment que je porte avec moi, et à chaque fois que je croise ces références-là, ça me fait vivre plein de choses, et notamment une anecdote. Quand les films sont sortis, donc la première trilogie d'origine, comme ça, j'ai pas voulu les voir pendant très longtemps. Je sais pas comment qualifier ça, mais un peu par snobisme, tu vois, parce que tout le monde était hyper fan de ce truc-là, ça faisait du bruit, tout le monde en parlait. J'étais encore assez jeune quand c'est sorti. 2001, je crois. 2001, le premier, ouais, donc j'avais 11-12 ans, quelque chose comme ça. C'est un voisin qu'on connaissait pas particulièrement bien, mais ça s'était fait comme ça. Un voisin, des années après, qui nous avait prêté le coffret DVD des versions longues, comme ça. Puis on avait regardé ça en famille, puis je trouvais ça absolument extraordinaire. Et vraiment, j'ai eu le regret de me dire, ce snobisme-là, ou ce truc-là, un peu... m'a empêché de les voir sur grand écran, parce que du coup, c'était bien trop tard. Et puis voilà, la trilogie d'après n'a rien à voir avec... Enfin voilà, moi, c'est vraiment les 3 films d'origine comme ça qui sont chers à mon cœur. Et ça m'encourage là, maintenant, à me poser des questions, effectivement, sur... qu'est-ce que je fais de ces références culturelles communément admises? Est-ce que du coup, un peu par réflexe, je pousse loin de moi en me disant ouais, c'est trop mainstream comme ça, c'est trop grand public pour moi, un espèce de truc comme ça qui n'a pas lieu d'être. Et j'essaie toujours de me poser ces questions-là, en me disant est-ce que là, je suis en train de passer à côté d'un truc qui, parce que tout le monde apprécie ce truc-là, j'estime que c'est peut-être pas assez bien. Enfin, c'est des fois un peu des logiques élitistes comme ça. Je peux continuer à être dans cette ouverture de me dire ah, peut-être que ce truc-là, il va changer ma vie. Donc je pense que ouais, le Seigneur des Anneaux, ça se connecte à plein de choses, mais notamment à ça, et c'est quelque chose qui me tient bien debout, qui me tient éveillée, qui me tient dans la curiosité, comme ça, de me rappeler que à l'origine, j'étais passée à côté d'un truc aussi énorme. Quel est le moment qui t'a le plus touché dans la saga du Seigneur des Anneaux? Celui qui te fait le plus vibrer? J'ai un moment qui me vient en tête. Là aussi,
parce que j'ai un peu le hasard fait que j'ai vu des vidéos là-dessus récemment, donc c'est quelque chose qui est présent dans ma tête. C'est le moment de la mort de Boromir, qui est un moment qui a beaucoup polarisé les gens, parce que c'est un personnage comme ça qui est très polarisant, où il y a, qui est très mal compris, où il y a toute une partie des gens qui disent oui, mais c'est l'incarnation de l'homme dans toute sa bassesse, il n'était pas capable de contrôler ses instincts, il a voulu aller chercher l'anneau, puis en gros, il en est mort. Tant pis pour lui, quoi, un peu quelque chose comme ça de très jugeant. Et j'ai lu justement récemment, j'ai vu des vidéos de relecture, en fait, de redignification de ce personnage-là, qui en fait porte des valeurs incroyables. Il y a des scènes qui ont été ajoutées dans les versions longues après, qui le montrent justement dans une position beaucoup plus digne, mais souvent ce qu'on retient, c'est plutôt le côté sombre, le côté un peu malfaisant, cupide, comme ça. Et ça m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on peut redignifier un personnage de fiction, mais dans lequel les gens se reconnaissent vraiment. Et je trouve que ça, c'est une figure hyper importante. Et je me souviens, j'ai aussi un souvenir précis avec ça lors de mes visionnages des films, mais aussi de la première fois que j'ai lu le livre. J'avais vraiment la grosse version, la Bible avec les 3 en 1, le truc qui est absolument intransportable comme ça. Maintenant, je le lis plus comme ça, mais c'est quelque chose... un des tout premiers livres qu'on m'avait... ma tante qui m'avait offert ce livre-là, qui est aussi passionnée de cet univers-là. Donc je me baladais avec ce truc-là énorme. Et j'ai arrêté ma toute première lecture du Seigneur des Anneaux à la mort de Boromir. Et je ne sais pas exactement pourquoi. Je me souviens que j'avais vraiment le marque-page. D'ailleurs, il est là dans le fond. Peut-être le marque-page est encore à cet endroit-là. Il faudrait que j'aille vérifier après. Ça m'avait tellement marqué, ça m'avait tellement bouleversée que je pense que j'avais eu besoin de poser le livre un moment. Tu vois, de me dire, waouh, il faut que je digère, quoi. Comment est-ce que je vais pouvoir continuer ma lecture? Et il en restait des pages à ce moment-là, on le voyait bien. Comment est-ce que je vais pouvoir continuer ma lecture après avoir été autant bouleversée? Je pense qu'à ce moment-là, j'étais connectée à travers le livre au côté profondément humain, mais dans le bon sens du terme, quoi, de ce personnage. J'avais pas eu cette lecture de Cupide, enfin voilà, tout ce que j'évoquais. Et cette histoire, du coup, de redignifier ce personnage-là, est-ce que c'est quelque chose qui résonne dans ta pratique professionnelle, avec toutes les personnes que tu peux rencontrer? Oui, beaucoup. J'accompagne des personnes qui ont été abaissées, aplaties comme ça par la société de manière générale. Alors moi, j'accompagne maintenant plus que des personnes queer, dont beaucoup sont des personnes neurodivergentes. Il y a vraiment des rappels à la règle, des rappels à l'ordre comme ça, que les gens vivent de façon vraiment répétée comme ça dans leurs histoires. C'est sans cesse. Même si c'est pas des choses qui sont dites volontairement. Il y a rarement des gens qui ont rencontré des trucs hyper violents, des insultes ou des choses comme ça qui sont très dirigées contre elles, mais c'est plus un bain ambiant comme ça qui leur fait comprendre qu'elles dévient trop de la norme, qu'elles dérangent quelque part. Ces choses-là, elles viennent avec toute cette histoire-là de dévalorisation quelque part qui a atteint aussi comment elles se racontent, comment elles sont en lien avec les autres, comment elles peuvent se faire confiance dans leurs ressentis. Et du coup, ça, c'est quelque chose où vraiment cette métaphore de redignifier comme ça, comme redonner une forme de colonne vertébrale et une connexion à soi, de se faire confiance à soi finalement dans ce qu'on ressent, dans comment on a envie de diriger sa vie. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire un maximum. Et je travaille sans cesse pour éviter de faire de multiplier, de renforcer ces appels à la norme, ces appels à se renormaliser, à revenir dans le droit chemin, à maintenir l'ordre établi comme ça. J'ai déjà eu un ou plusieurs suivis psy. Et puis, j'ai déjà essayé un tout petit peu d'amener ces thématiques-là. Et puis, j'ai senti qu'il n'y avait pas une réelle ouverture, que je ne pouvais pas vraiment en parler. Et du coup, j'ai mis ça de côté. Et je ne sais pas comment on peut vraiment faire un suivi en mettant une partie aussi importante de qui on est de côté. Donc, pour moi, c'était vraiment ça l'important, c'est de explicitement leur dire « mais t'es bienvenue en fait là avec tout ce que tu es et on va prendre ça et on va travailler à partir de ça. » Aussi le fait que moi-même, je visibilise le fait que je suis queer, que je suis une personne neurodivergente, c'est aussi aidant pour les gens de se dire « ok, il y a une personne en face qui aussi a fait ce travail-là de se redignifier » parce que moi aussi, je suis passée par le même bain culturel et sociétal que les gens où c'était pas gagné d'avance que je puisse vraiment de loin pas, quoi. Que pourtant, je viens pas d'une famille qui est ouvertement transphobe et homophobe, loin pas. Mais voilà, la culture fait que j'aurais pu très bien ne pas être là et ne pas découvrir que je suis une personne non-binaire, que je suis une personne queer. Et me laisser finalement aplatir par cette société, ça a été vraiment tout un travail de construction, de reconstruction, de qui je suis, de redécouverte de mes identités, de détaillage quelque part, de tissage.
de mettre vraiment ces aspects-là, non pas en périphérie en me disant ok c'est un truc pas important et on peut le mettre de côté, mais de me dire ok c'est vraiment quelque chose de central de qui je suis. Et c'est ça aussi qui m'a amené à créer ce cabinet-là, à mettre ça au centre, parce que je me suis dit ça a été tellement important dans mon parcours de remettre ça au centre et quelque part de me battre. Il y a quand même quelque chose comme ça, j'ai dû mettre beaucoup d'énergie pour me reconstruire avec ça, pour me redignifier à cet endroit-là, que du coup j'ai vraiment cette comme une mission, quelque chose comme ça. Peut-être le mot il est un peu grand, j'en sais rien. On vient de parler du Seigneur des Anneaux, ça paraît énorme, mais ouais. C'est dans l'épopée à toi. C'est ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça où je me suis sentie amenée vers l'accompagnement de ces personnes-là, marginalisées, qui ont été mises dans les marges, pour dire, OK, est-ce que je peux, moi, à mon modeste niveau, contribuer à les accompagner pour sortir de ces marges-là, pour qu'elles puissent intégrer toutes ces parties de leur identité. Donc je pense que ouais, cette question de redignifier, elle est vraiment au cœur de comment je travaille. Je me demande toujours dans tous les choix que je fais, au cabinet, dans les choix d'accompagnement que je fais, dans les questions que je pose, à tous les moments, dans les discussions qu'on a, je me demande toujours, est-ce que là, je suis en train d'étoffer quelque chose? Est-ce que là, je suis en train de redignifier? Je suis en train de redonner de l'ampleur, de la perspective, de la hauteur aux personnes? Est-ce que je suis en train de les aider à avoir toutes ces facettes qui existent? Ou est-ce que je contribue à ces discours dominants qui vont aplatir tout ça? Donc c'est vraiment toujours quelque chose qui va guider ma pratique. Et est-ce qu'il y a comme ça des moments dans lesquels tu t'es vu tout d'un coup changer la manière dont tu pouvais questionner les gens? Ou est-ce que tu aurais des exemples comme ça qui te viendraient dans l'esprit, où tu t'es dit, ah tiens, là, est-ce que je suis pas dans, je sais pas, un discours de normalisant, aplatissant, quelques exemples de questions que tu as pu changer de telle manière à permettre aux personnes de sentir cette invitation, cette ouverture? Il y a une question qui me vient en particulier. Je me suis formée à l'origine en psychothérapie centrée sur la personne, qui était une approche qui me parlait humainement. Il y avait vraiment des valeurs comme ça qui me touchaient beaucoup. Carl Rogers. Exactement, ouais. Rogers, principalement, qui était le fondateur de cette approche-là, puis d'autres après, mais c'est vraiment lui qui a cristallisé ça. Et ce qui me parlait là-dedans, c'était vraiment le côté, alors déjà non jugeant, le fait justement de ne pas chercher à avoir un savoir expert sur les personnes, de leur rendre leur expertise. Ça, c'est des choses qui me parlaient beaucoup. Là où ça m'a, du coup, où ça a pu donner des questions qui étaient plus compliquées pour les gens, où je me suis rendu compte après coup que ça, c'était pas une question que je souhaite continuer à poser. C'est une question qui est toute bête, qu'on pose souvent beaucoup, mais c'est comment ça te fait te sentir? C'est quoi l'émotion qui est là, à toi, en ce moment? Qu'est-ce qui est... Mais vraiment, en termes, toutes ces questions qui vont chercher l'émotion. Et c'est quelque chose qu'en approche centrée sur la personne, on m'a appris à beaucoup faire, à aller chercher l'expérience interne de la personne, mais en termes d'émotion. En disant, OK, c'est pas en termes de pensée qu'on doit aller chercher, en termes de comportement, on doit aller chercher le cœur de tout ça, c'est l'émotion. On devenait un peu, entre guillemets, des têtes chercheuses d'émotions, quoi. Il y avait un peu ce truc-là. Et puis moi, j'étais face à beaucoup de personnes qui avaient énormément de mal, en fait, à me dire c'est quoi l'émotion. Parce que déjà, il faut suffisamment se connecter à soi pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, se dire, OK, ça, c'est une émotion. Probablement, comment est-ce que je vais la nommer? Comment est-ce que je vais te la nommer? Comment est-ce que je vais communiquer? Il y a un nombre d'étapes incroyables, en fait. Et je pense qu'on se rend plus compte de ça. En tout cas, moi, je me rendais plus compte que c'était tout un travail que je demandais. Puis je me retrouvais régulièrement avec des gens qui avaient aucune idée de comment me répondre. Et puis moi, c'était ce qu'on m'avait appris, c'est il faut chercher l'émotion. Donc je continuais, je disais, mais il se passe quoi à l'intérieur? Et en fait, je mettais vraiment les gens en difficulté, mais sans le vouloir, parce que moi, on m'avait appris à aller chercher ça. Et sans me rendre compte qu'en fait, en face, la personne, elle se noyait un peu en direct, comme ça, sous mes yeux. J'ai compris ça, notamment, ce que j'ai appris avec l'accompagnement des personnes neurodivergentes aussi, pour lesquelles il y a beaucoup de personnes neurodivergentes pour qui c'est très difficile d'avoir cet même accès aux émotions. Elles auront accès à d'autres parties de leur expérience, mais pas forcément l'émotion en tant que telle, de la façon dont nous, on le pense en thérapie. Et c'est en écoutant des personnes concernées neurodivergentes qui parlaient de leur suivi psy, qui disaient « mais arrêtez de poser ces questions-là », ou en tout cas arrêtez de les poser avec insistance comme ça, parce que pour nous, c'est oppressif, c'est violentant quelque part, parce qu'on nous ramène à « mais je sais pas faire ça ». Et c'est pas une question de volonté, il faudrait apprendre à, il faut que tu fasses mieux, il faut que tu te concentres. C'était vraiment, nous, on fonctionne différemment, on n'a pas accès de la même manière. Et du coup, la thérapie, pour nous, là, on se rejoint pas. C'est vraiment de ces moments-là où toi, tu as envie de faire le mieux que tu peux, tu te dis, je vais permettre à la personne d'accéder à ce monde émotionnel. Ici, elle est en confiance, puis elle a juste pas les clés.
elle fonctionne différemment. Et du coup, les ponts, ils se font pas, quoi. Les ponts, ils se brisent quelque part à ce moment-là. Et l'approche narrative m'a vraiment aidé à avoir tout un stock d'autres questions. On va prendre des autres angles, finalement, pour éclairer la personne. On va lui demander autre chose. Ouais, une question qui va pouvoir le plus te rejoindre. Donc pour moi, ouais, ça, c'est quelque chose d'important, de toujours me préoccuper de où est-ce que je suis par rapport à l'autre, est-ce qu'on peut se rejoindre, en fait, avec les questions que je pose. Et si tu ouvres ton coffre à trésor de questions, est-ce qu'il y en a certaines que tu peux cueillir comme ça, des questions qui sont vraiment très, très belles pour toi, des questions qui peuvent revenir assez fréquemment à ton esprit et qui te semblent très précieuses dans la manière dont ça peut amener les gens peut-être à répondre différemment ou à découvrir d'autres réalités? Ouais. Il y a 2 questions qui vont souvent ensemble, qui sont pas les questions les plus poétiques qu'on peut faire en narrative, mais qui sont des questions qui, pour moi, c'est les questions qui ouvrent le plus. La première question, c'est quand une personne me parle de quelque chose qui a l'air d'être quelque chose de très, un peu comme un jugement d'elle-même, quoi. Un peu, tu sais, ces grands trucs comme ça, que tu te racontes sur toi, mais que tu as l'impression que tu te trimbales un petit peu comme ça, depuis longtemps. Un peu les trucs, les valises comme ça, que tu roules derrière toi sans même plus vraiment te rendre compte que tu es en train de transporter ça, quoi. Et là, je pose la question de, elle vient d'où cette idée? Tu me racontes ça de toi, ok, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a l'air, qui a l'air d'être là depuis longtemps, qui a l'air bien ancré, mais elle vient d'où cette idée? C'est comme si on permet de dézoomer un tout petit peu, de se dire « Ah ouais, oui, c'est vrai, en fait, d'où ça vient ce truc-là ?» Et qu'on le prenne pas pour acquis, puis qu'on se dise pas « Ah, ça, c'est un problème sur lequel on doit travailler. » Et la deuxième question, du coup, qui va souvent avec celle-là, des fois, j'ai même pas besoin de la poser parce que les gens y vont directement, c'est « Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait qu'on raconte ça de toi ?» Et en fait, ça, c'est une question aussi qui ouvre beaucoup, où tout d'un coup, les gens se rendent compte que « Ah ouais, mais ça... » pas toujours été là, c'est apparu à un moment donné, ça vient de quelque part, je l'ai intégré à force d'entendre, souvent c'est comme ça que ça se passe, et j'ai le droit de plus me raconter comme ça. J'ai le droit de décider de me séparer de ce truc-là. C'est pas parce que la société me dit que mes proches et que depuis toujours ou depuis longtemps on me dit ça, que ça doit rester avec moi. Ça me donne une marge de manœuvre. Il y a quelque chose où on peut entrouvrir autre chose et puis se dire ça finalement ça a comme plus sa place dans mon identité. Ou alors j'ai plus envie que ça soit le premier truc que je donne de moi, que je te donne de moi finalement, que je présente. J'ai envie d'amener d'autres couleurs. Et donc, ouais, ces 2 questions-là, d'où ça vient cette idée, et puis est-ce que tu es toujours d'accord? Est-ce que tu es toujours en alignement avec cette idée? J'ai l'impression que ça, c'est des questions que je vais beaucoup poser, surtout parce que j'accompagne des personnes qui ont été beaucoup marginalisées, et dont on a beaucoup raconté de choses sur elles, en fait. On entend beaucoup de choses dans les médias, on entend rarement les personnes concernées elles-mêmes s'exprimer. Et du coup, le fait de leur redonner la parole en disant « raconte-moi ». En fait, c'est pas moi qui va tenir un discours sur toi, qui va faire des hypothèses et des trucs. C'est vraiment, je m'intéresse à qui toi tu es, à comment tu t'es construite, et où tu as envie d'aller à partir de ça. La métaphore qui me vient en tête quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est comme si tu leur redonnes la plume pour être les auteurs ou les autrices du roman de leur existence. Il y a un truc comme ça où tu leur donnes le stylo pour écrire par elles-mêmes. Je trouve ça vraiment très beau. Oui, et ton image, elle me vient aussi, j'aurais envie de la compléter si tu le permets, en disant c'est pas forcément que la plume, le stylo, mais c'est aussi parce qu'il y a potentiellement avec ces métaphores-là littéraires, comme on disait avant, quelque chose de potentiellement, il y a tout des imaginaires culturels qui viennent avec l'écriture où les gens se disent « Ouh, il faut être... » Voilà, une certaine intelligence, il faut avoir une certaine prestance, une certaine capacité d'élaborer, de créer des choses pour pouvoir écrire. J'ai régulièrement des gens qui me disent « Ah non, mais moi je suis pas écrivaine » quand je leur propose de rédiger des textes ou qu'on rédige quelque chose ensemble, de mettre les choses par écrit. Les gens me disent « Ah non, mais moi je sais pas faire ça. Je suis pas capable de faire ça. » Enfin, les gens viennent justement avec tous ces trucs-là où on se raconte qu'on n'est pas capable. Et du coup, ouais, j'aurais envie de prendre ton image et de l'amener encore à élargir encore plus loin, dans le même sens que tu disais, de redevenir auteurice, en fait, de pouvoir reprendre finalement une façon d'éditer sa propre histoire, de raconter sa propre histoire, que ce soit effectivement par les moyens culturellement dont on a l'habitude avec l'écriture, mais ça peut être aussi le dessin, le mouvement, le théâtre, des images, enfin plein d'autres façons finalement de faire. Et régulièrement, je propose ça aux personnes, effectivement, de ne pas penser que c'est forcément les mots. Parce que dans notre culture, on a vraiment l'idée de si t'écris un livre, waouh, c'est un truc, ça va rester à la postérité, il y a vraiment quelque chose de très valorisé. Et puis pour plein d'autres personnes, c'est comme trop grand, c'est trop loin de leurs références, elles se sentent pas de faire ce travail-là, ou elles s'autorisent pas, je sais pas. Mais de les encourager, de dire, mais en fait, toi, t'as des trucs à raconter, à ta façon,
avec, si ça se trouve, des moyens qui sont non conventionnels, peut-être des moyens qui sont à inventer, mais t'as des trucs à raconter. Donc ça, c'est vraiment un encouragement que je fais régulièrement et qui est pour moi très politique aussi, de dire à une personne marginalisée dans cette société à qui on a refusé beaucoup la parole, refusé le pouvoir, en disant bah voilà, toi finalement ta parole elle nous intéresse pas quoi. C'est un peu ça qu'on transmet hein, comme sous-texte quelque part, le sous-titre de ça c'est quand on t'ignore, c'est ça. Tu es pas assez intéressante pour que on te donne la parole. Ben, moi je vais faire le contraire, moi en tant que relative figure d'autorité, parce que en tant que psy on représente quand même ces figures d'autorité. Je veux dire, la personne elle vient nous voir parce qu'elle a un souci à régler, donc elle nous confère quand même une certaine forme d'autorité, et sociétalement aussi. On est dépositaire de plein de représentations en disant c'est nous qui avons le savoir. Alors moi j'essaie de les mettre le plus loin possible en disant mais moi j'ai certaines connaissances, ouais, mais est-ce qu'elles sont valables ou pas, je sais pas. On va discuter de ça ensemble, mais je veux pas du coup me mettre en autorité suprême en disant c'est moi qui ai forcément les connaissances. Par contre je sais que le fait que moi avec ma position d'autorité dont je veux ou je veux pas, elle est là. Moi, avec cette position-là, si toi, je te dis, mais t'as quelque chose à raconter, t'as quelque chose à dire à ta manière, t'as des choses à apporter aux autres personnes. Souvent, je dis aux autres personnes queer qui viennent dans ce cabinet, comme ça permet d'avoir quelque chose de très proche. En disant, voilà, la personne qui va venir après toi, sûrement qu'elle serait hyper intéressée à ce que toi, tu racontes de ta vie, en fait, de comment toi, tu navigues dans ta vie. La personne qui est venue avant aussi, je suis sûre qu'elle aurait bénéficié que tu lui dises ça, enfin, vraiment de créer des liens très proches, et puis après d'élargir petit à petit en disant, en fait, je pense que toutes les personnes queer auraient sûrement un intérêt à t'écouter, et toutes les personnes de manière générale, parce que tu as des trucs à raconter. Donc vraiment, ces autorisations-là, c'est comme ça, c'est une des façons que j'ai d'utiliser mon statut de privilège et de pouvoir en tant que psy, à encourager finalement les personnes marginalisées à se raconter, quoi. Dans toutes les personnes que tu as pu rencontrer, est-ce qu'il y en a comme ça une qui t'a particulièrement touché ou une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Il y a une personne qui m'a beaucoup appris en termes d'humilité. C'est la première personne racisée que j'ai accompagnée, qui était une personne noire en l'occurrence, qui descendait des Caraïbes. Et en fait, en la rencontrant, je ne savais pas que c'était une personne racisée. Donc j'étais pas préparée à ça finalement. C'était la première fois dans ma pratique, en fait, toutes les personnes étaient blanches, ou en tout cas passaient pour être blanches. Et quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, là, il y a un thème. Je peux pas faire comme si c'était rien, finalement. Donc c'est une des premières choses que je lui ai dit quand on s'est assise, que je me suis présentée. Je lui ai dit, voilà, moi, les questions effectivement de race, les questions de racisme, voilà où j'en suis. Évidemment, je suis une personne blanche, et du coup, je peux sûrement aller qu'une partie te rejoindre, et peut-être il y a une partie je peux pas te rejoindre, je peux faire tout ce que je veux, mais j'ai pas cette expérience-là vécue d'être une personne racisée dans cette société. Et il se trouve qu'elle, en plus, elle venait justement pour apprendre à, entre guillemets, mieux gérer, ça c'est elle qui le disait comme ça, les discriminations qu'elle vivait. Donc en l'occurrence, elle, c'était de la transphobie et du racisme. Et du coup, je lui ai dit, en fait, moi, sur les questions de transphobie, je le vis aussi en tant que personne non-binaire, donc, et je vis pas la même chose que toi, mais il y a quelque chose, un peu une pierre de touche où où je peux te rejoindre. Par contre, la question du racisme, là, moi, j'ai pas cette expérience vécue directement de ce côté-là. Par contre, ce que j'ai pu lui dire, c'est, voilà, moi, là où j'en suis dans ma déconstruction, pour lui dire, en fait, comment toi, tu sens ça? Est-ce que tu as l'impression qu'on peut se rejoindre sur ces thématiques-là? Est-ce que tu te sentirais, en tout cas pour l'instant, suffisamment à l'aise pour que je t'accompagne là-dessus, moi, en tant que personne blanche? Ou est-ce que, on se rencontre pas là-dessus, et moi, je peux essayer de faire du mieux que je peux, mais si toi, tu me dis que ça sera pas suffisant pour toi, c'est à toi que je fais confiance. Donc ça, j'ai vraiment appris ça avec cette personne-là. Ça m'a vraiment mis le focus sur une thématique qui était déjà dans mon champ perceptif. Quelque part, je m'étais déjà intéressée à ça, mais ça m'a vraiment confrontée à, OK, là, je suis pas sûre de pouvoir réellement te rejoindre. J'avais ce souci-là, le fait que j'ai conscience que j'ai pas ce vécu-là finalement, que je savais pas. Elle m'a dit que ça avait été un truc hyper important pour elle, que c'était ça qui avait permis qu'on se rejoigne, malgré les divergences à d'autres endroits, que ça avait été quelque chose d'important pour elle. Donc à chaque fois que je rencontre une personne où effectivement je vois que il y a comme peut-être des thématiques sur lesquelles moi j'ai moins travaillé, où je suis pas concernée directement, je repense à cette personne-là et à ce qu'elle m'avait dit en me disant « Ok, vas-y avec
toute l'improvisation et puis tout le cœur que tu as et l'authenticité que tu as à ce moment-là en disant bah voilà, je sais que je sais pas et pour l'instant j'en suis là. Donc ça me permet de faire baisser la pression aussi quand on se dit je dois tout savoir, je dois maîtriser toutes les thématiques, de dire ben honnêtement en fait j'en suis là et je sais que je sais pas et je vais faire de mon mieux pour savoir un tout petit peu plus, mais pour l'instant j'en suis là. Donc c'est vraiment une personne qui m'a appris cette humilité et que je garde vraiment précieusement avec moi. Et à partir de toutes ces rencontres et de toute l'expérience qui est la tienne, si tu avais des conseils à donner, mettons 3 conseils, à des jeunes générations de thérapeutes, lesquels est-ce que ce serait? 3, je sais pas, j'en ai un qui me vient comme ça, très fortement. Quelque chose que moi j'aurais aimé savoir en fait dès le départ de ma carrière, qui m'aurait clairement évité un burn-out, c'est le fait de pose-toi la question avec qui tu as envie de travailler. Quelles sont les personnes que tu as envie d'accompagner? Les personnes, les couples, autres formats relationnels, les groupes, les familles, etc. Avec qui tu as envie de travailler? Avec qui au sens de quelles identités portent ces personnes? Avec qui au sens de qu'est-ce qu'elles ont vécu? Quelles sont les thématiques, les problèmes qu'elles amènent? Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas pu me poser comme question ou qu'on m'a refusé finalement de me poser comme question au début de ma carrière parce qu'il y avait cette idée que tu dois te former, t'es jeune psy, tu dois te former donc tu dois voir de tout. C'est horrible, et vraiment c'est une formulation qu'on m'a donnée plusieurs fois. Tu dois voir de tout. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vision qu'on a des gens quand on les réduit à un peu des thématiques ou des diagnostics DSM ou SIM comme ça? Et j'ai une interaction comme ça qui me revient en tête avec une de mes anciennes chefs. Où je lui avais dit, quand je suis entrée dans ce cabinet-là, je lui avais dit, moi je veux accompagner des personnes trans. Je veux accompagner des personnes queer de manière générale, mais trans en particulier, parce que moi je suis aussi une personne trans, j'ai envie d'accompagner ma communauté, j'ai envie d'être utile pour ça, j'ai envie de faire des ponts, et je me sens appelée vers ça, et j'ai des compétences, j'ai des connaissances là-dedans, quoi. Et puis elle m'avait répondu, ouais ok, tu pourrais accompagner des personnes trans, mais il faudrait faire autre chose aussi, il faudrait voir d'autres types de personnes aussi. Et là aussi, je me dis, c'est quoi la vision? Quand on se dit, tu vas accompagner que des personnes trans, donc ça va être la même personne en copier-coller à chaque fois. Et j'ai eu beau lui dire que pour moi, oui, elles sont trans, elles ont ça comme point commun, mais elles viennent avec des mondes différents, en fait, et qu'à travers ces personnes-là, on voit énormément d'autres choses aussi. Mais voilà, c'était la normalisation du système qui voulait que tu fasses un petit peu ta liste, et puis c'était le cas, hein, quand j'ai fait mon titre, il y avait une liste papier, et on devait noter les différents diagnostics des personnes. Ça, ce serait un message que j'aurais envie de transmettre, de posez-vous la question, qu'est-ce qui vous appelle? Finalement, je pense que, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme une mission, un appel, quelque chose d'important pour moi. Et souvent, ça interroge les gens qui me disent « Ah, mais t'as pas peur de t'ennuyer, c'est un peu restrictif, c'est de la discrimination ». Et je dis « Oui, c'est de la discrimination, parce que j'accompagne que les personnes queer ou en questionnement. De fait, c'est une discrimination, parce que je prends des personnes et pas d'autres. C'est un choix que je fais. » Mais j'estime que c'est une discrimination qui aide les personnes. Finalement, c'est pas une discrimination qui a pour vocation de mettre de côté et puis de discriminer au sens négatif et de dire toi, je veux pas t'accompagner parce que t'es pas assez bien. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est je choisis d'accompagner que cette population-là qui est minorisée, qui a peu d'accès à des ressources en santé psy. Et du coup, moi, je choisis de limiter mes services à ces personnes-là parce qu'elles ont peu de possibilités d'aller ailleurs finalement. Parmi, du coup, ces personnes d'une communauté spécifique que tu as fait le choix d'accompagner, est-ce qu'il y a eu des situations dans lesquelles tu t'es dit là, j'atteins une limite, ou il y a comme ça des types de situations dans lesquelles tu sens clairement que là, toi, c'est quelque chose qui soit te met en difficulté, soit représente encore une limite quand même, malgré le fait que tu aies pu choisir cette communauté bien spécifique? J'ai eu une rencontre comme ça qui date de cette semaine, en fait, qui me vient en tête. Donc c'est tout frais, donc on verra où ça amène, mais en tout cas, peut-être c'est un élément de réponse à ça. C'est une personne qui est très en décalage avec les personnes que j'ai l'habitude d'accompagner ici, qui souvent, moi sur mon site internet, c'est très ouvertement militant. Je me définis comme psy éco-queer féministe. Donc ça amène aussi très ouvertement ces valeurs-là. Je les fais exister volontairement sur mon site aussi pour que, dans l'espoir que les personnes qui me contactent soient des personnes avec lesquelles justement j'ai envie de travailler. Et en fait, mon site, apparemment, et le bouche à oreille, mon réseau, j'imagine, sélectionne en fait, j'ai envie de dire un profil. C'est un peu horrible de dire un profil parce que les gens ont une diversité évidemment à l'intérieur de ça, mais il y a quand même une certaine homogénéité dans les gens que j'accompagne qui sont plutôt 25
30-35 ans, quelque chose comme ça. Pour la plupart, sont des personnes non-binaires. Pour la plupart, se reconnaissent dans ces valeurs anticapitalistes, féministes, en lien avec l'écolucidité aussi. Donc il y a quelque chose d'assez homogène, mais qui, moi, me va bien. On se rencontre bien, apparemment, ça fonctionne bien. J'ai énormément de plaisir de travailler avec ces personnes-là. Et puis, en la voyant arriver, je me suis dit, ah, on est sur comme un autre, entre guillemets, profil que ces personnes-là. C'est une personne qui, qui est une personne cisgenre, qui jusque-là se définissait comme une personne hétéro, et qui du coup a fait une rencontre qui fait qu'elle se pose des questions sur son orientation sexuelle. Et c'est une personne, en termes de son positionnement dans la société, qui est très privilégiée. Finalement, qui a fait une école supérieure très renommée internationalement, qui a un job dans une grande boîte internationalement reconnue. On est venu la débaucher finalement avant même la fin de ses études. Enfin, voilà, comme quelque chose de très différent qu'avec les personnes que j'accompagne qui ont des jobs précaires, qui font du bricolage, qui vivent dans des squats. Enfin, c'est vraiment comme deux univers comme ça. Et cette personne-là, alors je l'ai accueillie de la même manière que les autres. Je lui ai amené effectivement tout ce que j'amène d'habitude dans mon positionnement, des valeurs que j'ai, de comment j'accompagne les personnes. Et je me suis posé la question en me disant, elle est tellement dans une autre sphère, entre guillemets, j'ai l'impression, en tout cas comme ça, avec le peu d'informations que j'ai sur elle, qu'elle est tellement dans une autre sphère que les personnes que j'ai l'habitude d'accompagner, que je me dis, ok, est-ce qu'on va pouvoir... Alors elle a repris rendez-vous, et on va voir si on se rejoint finalement. Ouais, ça c'est un point d'interrogation que j'ai par rapport à ça, en me disant, en ayant un positionnement autant militant, autant affirmé, autant engagé, est-ce que du coup ça va rejoindre aussi d'autres personnes qui me contacteraient, pour qui peut-être ça fait quand même aussi sens. Aujourd'hui, tu as trouvé une affinité particulière avec l'approche narrative. Et quelle a été ta rencontre avec l'approche narrative et comment est-ce qu'aujourd'hui cette approche prend sens dans ta pratique auprès de la communauté queer notamment avec laquelle tu travailles? Ouais. C'est tout particulier de répondre à ta question parce que j'ai la personne, ça invite de l'émotion. Ça invite de l'émotion parce que j'ai la personne qui m'a permis de rencontrer cette approche-là qui est juste là dans la pièce avec nous. Moi, j'ai rencontré l'approche narrative via Charlie à un moment particulier en fait, de mon parcours où je commençais à me former à l'approche centrée sur la personne. J'étais encore tout feu, tout flamme pour cette approche-là dont les valeurs vraiment me parlaient. Et à ce moment-là, j'étais au chômage, je galérais pour trouver un job et je faisais un peu des formations à gauche à droite pour remplir mon CV, pour essayer de trouver un job. Et puis, je suis tombée sur une formation sur une modalité narrative qui est l'arbre des récits, que je connaissais pas du tout. En fait, et je connaissais pas du tout Charlie non plus, donc je me suis inscrite comme ça, un peu au hasard, en me disant tiens, ça a l'air chouette, on va faire ça comme ça. Et clairement, j'étais pas préparée à cette rencontre-là. Je dirais que c'est comme un triple coup de cœur ou coup de foudre, quelque chose comme ça, avec l'approche, avec Charlie en tant que personne, avec Charlie en tant que formatrice. Et c'est là où ça m'a permis effectivement de faire le lien avec le domaine de la transmission qui était important pour moi dans le passé comme ça. Et ça a été hyper chamboulant. Je me rappelle d'un moment en particulier où, après la formation, j'ai pris cet arbre des récits, j'en ai fait plein de choses, ça m'a vraiment activé énormément. J'ai continué à faire mon propre arbre des récits et je me suis dit, j'aurais envie d'écrire à Charlie pour lui dire ça, pour lui raconter ce que je suis en train de faire avec cet outil-là. Mais je me suis dit, mais en fait, ça se fait pas. Normalement, t'écris pas aux formatrices après, sauf pour poser une question ou une référence ou un truc comme ça. C'est comme, ça se fait pas. C'est trop intrusif. Juste, ça se fait pas, quoi. Et je me rappelle me dire, mais pourquoi ça se fait pas? Pourquoi je le ferais pas? J'ai vraiment tellement un truc où j'avais envie de lui écrire que je me suis dit, tant pis, on s'en fout, ça se fait pas, ça se trouve, je vais tomber à côté, ça va être mal reçu, j'en sais rien, je pense pas, mais je tente quand même. Et puis là, je me souviens que Charlie m'a répondu très rapidement avec tellement d'enthousiasme à mes questions, à ce que j'amenais, enfin vraiment que j'avais l'impression d'avoir comme un renvoi de tout l'enthousiasme que moi j'avais mis dans ce mail suite à cette rencontre, que j'avais comme un retour comme ça de cet enthousiasme-là. Et je me suis dit, ouais, j'ai eu raison du coup de m'autoriser à envoyer ça. Et on s'est vus très peu de temps après, on s'est rencontrés du coup dans un autre contexte, et puis il y a eu une relation comme ça très forte qui s'est nouée finalement très très rapidement, et une relation à triple niveau, quelque part, avec Charlie en tant que personne, avec Charlie en tant que formatrice, et puis avec Charlie en tant que personne qui pratique l'approche narrative. Et moi, j'ai découvert cette approche, du coup, d'une autre manière, beaucoup plus incarnée, finalement, qu'à travers les livres, dans la relation avec Charlie, dans la relation qu'on a nouée. À l'époque, je pouvais pas mettre des mots dessus, mais je sentais qu'il y avait des trucs qui étaient différents, qui étaient liés à Charlie en tant que personne, mais aussi, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose dans l'approche
qui fait qu'on a cette relation-là particulière. Dans les formulations, dans les mots utilisés, dans les façons d'être en relation, les questions que Yael me posait, il y avait vraiment des trucs là où je me disais « Ah tiens, ça je connais pas, ça c'est étonnant ». Et du coup, je pense que j'ai comme un peu aspiré la narrative par capillarité, quoi. Il y a comme quelque chose d'organique qui s'est déroulé. Et j'ai comme découvert la narrative de l'intérieur, en fait, en expérimentant, alors pas en tant que patient ou client, mais vraiment de l'intérieur, comme ça, dans une relation autre que thérapeutique. J'ai vraiment découvert cette approche-là à travers ça. J'ai pu voir ce que ça me faisait, j'ai pu sentir ce que ça me faisait de l'intérieur. Et c'est que des années après, une fois que j'ai fini ma formation enfin, centrée sur la personne, que le premier truc que j'ai fait, c'est pivoter en me disant « Ah, ok, j'ai envie d'aller vers la narrative, quoi. » Là, c'était trop d'attente. Et du coup, j'ai pu, en fait, mettre des mots et mettre entre guillemets de la théorie. J'avais envie de poser d'autres questions et la narrative est venue complètement répondre à ce besoin-là parce qu'elle est venue m'autoriser en fait à poser plein d'autres types de questions, à me dire va où là ta curiosité elle t'emmène en fait, va poser plein d'autres questions même si c'est pas ce dont la personne parle juste là maintenant. S'il y a quelque chose qui a chopé ta curiosité, qui a activé ta curiosité, vas-y. Pose-lui des questions à ces endroits-là. Suis un peu ton instinct aussi. Il y a quelque chose de très... Moi, j'ai vécu cette approche narrative et je la vis tous les jours comme quelque chose de très autorisant, finalement, de pouvoir utiliser tous les aspects, toutes mes résonances, hein, tout ce qui se passe dans mon cerveau. Et il se passe plein de choses. Comme ça, en tant que personne neurodivergente, j'ai plein de liens qui se font tout le temps dans mon cerveau. Et du coup, je peux aller avec ça. Vers les gens. Je peux leur dire, ben voilà, moi il se passe ça dans mon cerveau à ce moment-là, en fait je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi il se passe ça, mais j'ai envie de te poser cette question-là. Ce que tu as dit, ça m'a amené là. Et d'amener aussi ces thématiques politiques. C'est ce que je pouvais pas faire en fait en approche centrée sur la personne où en fait, quand je venais dans ma formation avec toutes ces lectures politiques que je faisais, cette lecture politique du monde, tout ce qui est sociologie, déconstruction, etc., c'est comme si ça tombait à plat. En fait, j'ai vécu plein de moments, j'ai essayé de faire des ponts en disant hey, « j'ai découvert ça, etc., c'est génial, est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose dans l'approche centrée sur la personne ?» Et c'est comme si j'avais pas de répondant en face, en tout cas les souvenirs que j'en ai, c'est ça, que ça prenait pas en face, comme si, c'est un peu les conclusions que j'ai fini par en tirer, comme si ça avait pas vraiment sa place. En tout cas que moi, avec ces thématiques-là, j'avais comme pas tout à fait ma place dans cette approche-là, à ce moment-là. Peut-être qu'aujourd'hui ce serait différent, je sais pas. Et la rencontre avec la narrative m'a permis vraiment de faire un pont entre ces univers-là plus sociologiques, militants, très engagés, où on va écouter vraiment les personnes concernées. Moi, c'était là que j'avais envie d'aller. Je me disais, mais en fait, les livres, j'en ai lu plein, mais c'est pas là où ça m'apprend des choses. J'ai envie d'aller écouter ce que les personnes concernées me disent, finalement, ce qu'elles me transmettent en disant, nous, pour que les psys nous soient utiles, voilà vers quoi il faudrait aller, voilà comment il faudrait nous accompagner. Et cette guidance-là, je la trouvais tellement importante, mais je ne savais pas quoi en faire. Je me disais, bon, c'est des trucs de déconstruction, de sociologie, c'est comme différent que quand on est centré sur la personne, effectivement, où on est en psychothérapie individuelle. La narrative m'a vraiment permis de faire ces ponts en disant, oui, tu peux, et c'est même encouragé d'utiliser en fait toutes ces paroles des personnes concernées et le côté militant du terrain, et l'amener dans tes thérapies, et amener tes thérapies dans les milieux militants, tes savoirs-là. Et vraiment, c'est une approche qui m'a permis de faire le lien entre ces deux univers-là, et d'être, vraiment de revendiquer ce statut que j'ai maintenant, que je revendique de psy militant, de psy intracommunautaire aussi, hein, le fait de s'intégrer et de se dire volontairement je travaille dans ma communauté, c'est quelque chose qui a été permis pour moi par l'approche narrative, qui valorise ce truc-là, de faire des ponts, qui valorise le fait d'avoir du militantisme dans sa pratique et que c'est pas deux univers qui sont tellement hermétiques qui se rejoignent pas. Au contraire, c'est des choses qui peuvent se tisser, et les rencontres que j'ai faites et les suivis que j'ai pu faire en fait à l'intersection de ces deux mondes-là, mais c'est incroyable. Franchement, je peux dire honnêtement que tous les jours j'apprends, mais sans que ça soit une posture en disant oui, alors j'apprends des gens, enfin un truc un peu plaqué comme ça. C'est vraiment quelque chose, d'autant plus que j'accompagne des personnes queer, donc on vit certaines des mêmes réalités. Et du coup, les questions que je pose, c'est aussi des questions qui vont s'intéresser à leur expérience du monde. Et pas que, entre guillemets, leur vie et leur cercle dans leur vie, mais comment est-ce que toi, en tant que personne, t'existes dans le monde, de dézoomer comme ça un maximum, d'être dans le fait de faire ces liens en fait avec le monde aussi extérieur, d'amener tout ça, c'est hyper précieux. Les gens sont hyper contents et contentes d'amener ça en disant ah ouais, enfin on s'intéresse à ce qui se passe en dehors des portes du cabinet, quoi, finalement. Et du coup, comme moi aussi je suis une personne queer qui navigue tant bien que mal dans ce monde-là, d'entendre des personnes me parler de leur propre navigation, c'est vraiment un truc où vraiment on peut parler de la même chose, on parle plus ou moins du même endroit finalement, et ça crée des points de rencontre et des points de tissage qui sont hyper puissants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert grâce à la narrative et qui me
qui me fascine tous les jours, quoi. Je me dis, mais ça m'a vraiment réconciliée avec ce métier-là, après avoir fait justement un burn-out. Ça m'a réconciliée avec le fait qu'il n'y a pas besoin de faire la part des choses en disant ça c'est mon job, ma partie militante comme ça que je fais sur mon temps libre, et puis ça c'est ma partie professionnelle, sérieuse, très rigoureuse, académique, comme ça. On peut vraiment faire en sorte que les deux se rencontrent. Donc la narrative m'a vraiment permis ces intersections-là. Et je me sens vraiment bien à cette intersection-là. Ouais. Habituellement, la dernière question que je pose dans les interviews, c'est une question qui a rapport avec un film qui était un film très important dans mon enfance, qui est Retour vers le futur. Mais à toi, j'ai envie de t'en poser une autre, de déroger à la règle. Parce qu'on a parlé du Seigneur des Anneaux dans le début de l'entretien, que c'est un univers qui te parle. Donc, si tu avais la possibilité de passer 1 heure avec un des personnages du Seigneur des Anneaux, qui est-ce que tu choisirais? Waouh! C'est dur. Celui qui me vient... il y en a plein qui me viennent en tête, mais il y en a un qui me vient en tête, c'est Gandalf. Parce que j'ai lu récemment une interview de Tolkien qui parlait de comment il a écrit ce personnage-là de Gandalf. Et je ne sais plus exactement, j'arrive plus à me rappeler de ces termes exacts, mais en gros, il a dit qu'il l'avait créé pour être justement un peu un vieux monsieur, comme ça, un peu bougon, un peu, pas sarcastique, mais assez cash, comme ça, très sans filtre, très direct, comme ça. Et du coup, les films en ont fait un tout petit peu autre chose, ont rajouté aussi d'autres dimensions qui sont très chouettes, mais j'aurais envie de passer cette heure-là avec ce personnage-là, comme ça, très sans filtre, très direct, sans faux semblant, quelque chose comme ça. Je me dis ça, on pourrait sûrement avoir des conversations très chouettes avec lui. Je pense que sur 1 heure, on aurait moyen de laisser nos filtres et nos masques respectifs de côté, et puis d'aller vraiment, surtout si voilà, tu me dis on n'a qu'1 heure, hein, allez, on y va directement avec ça, quoi. J'aurais envie de discuter avec lui, et je ne sais pas quelles questions je lui poserais comme ça. Probablement qu'il y a certaines des questions que tu m'as posées que j'aurais envie de lui poser comme ça, sur son expérience dans ce monde-là. Je pense que la première question qui me vient, c'est quel rôle lui il se voit jouer dans tout cet univers, parce qu'on sait qu'il est là depuis presque des temps immémoriaux comme ça, et j'aurais envie de lui demander ce qu'il a vu. Où est-ce qu'il en est maintenant de tout ce qu'il a vu? Comment est-ce qu'il se voit là maintenant avec l'apparence qu'il a, le pouvoir qu'il a, l'aura qu'il a, le respect qu'il a gagné? En fait, j'aurais envie de lui demander, mais tu fais quoi toi de tout ça? Comment est-ce que quel rôle tu te vois jouer dans tout ça? Quelle responsabilité tu te vois jouer dans tout ça? Probablement aussi de parler de tout et n'importe quoi, parce que voilà, il invite en ça, mais j'aurais envie de poser une question d'abord là-dessus, et puis après de voir où est-ce que la conversation nous mène. Voilà, j'espère que vous aurez passé un aussi agréable moment que moi en la compagnie de Nat. Vous retrouverez dans la description de la vidéo des liens qui vous conduiront vers son site internet, mais également vers l'ouvrage qu'elle a co-rédigé avec notamment Charlie Crétenant, qui s'appelle Itinérance narrative, la magie dans la faille. Si jamais ça vous intéresse de découvrir plus en profondeur l'approche narrative, je vous mettrai également un lien dans la description vers la formation en ligne qui a été créée avec Charlie Crétenant et la participation de Nat. En ce qui me concerne, en attendant avec impatience de vous retrouver pour un nouvel épisode, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.